Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette sixième édition de notre série Lunch and Learn. Ce sont des événements, comme vous le savez sans doute, qui s'inscrivent dans la chaire sur la modération des contenus qui est financée par la région Île-de-France et que j'ai le plaisir de diriger. Nos travaux s'intéressent à l'encadrement juridique de la modération des contenus et je suis donc Suzanne Vergnol, maître de conférence en droit du numérique au CNAM et directrice de la chaire sur la modération des contenus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc Benoît Loutrel, qui va nous parler de l'Arcom et de son rôle en tant que régulateur dans le cadre du règlement sur les services numériques. Benoît Loutrel est un membre du collège de l'Arcom et nous aurons donc le plaisir de l'entendre pendant une vingtaine de minutes sur les multiples facettes de cette autorité et de ses missions. Et après cet exposé, comme à l'accoutumée, il y aura un temps de questions-réponses qui sera ouvert. Et donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Alors, vous le savez sans doute, l'Arcom est le coordinateur pour les services numériques qui a été désigné par la loi SREN, donc par le législateur français. Le coordinateur pour les services numériques, ça veut dire que concrètement, la mission de l'Arcom est de travailler avec d'autres autorités thématiques sur certains sujets pour mettre en œuvre de manière harmonieuse sur le territoire français le règlement sur les services numériques. L'Arcom est donc le coordinateur pour les services numériques et à ce titre, il siège au sein du board qui est la réunion de tous les coordinateurs nationaux au niveau européen et qui vise ici à travailler de manière cohérente au niveau de l'ensemble des États membres et aussi à pouvoir avoir un canal de communication privilégié avec la Commission européenne. Je vais dès maintenant céder la parole à Benoît Loutrel, que je remercie chaleureusement de nous avoir rejoints et d'avoir accepté de nous parler du travail de l'Arcom dans ces différents niveaux. Je sais que son temps est très précieux, donc vraiment un très très grand merci. Encore une fois, pour celles et ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat au fur et à mesure de l'intervention et je me ferai le plaisir de les relayer auprès de Benoît Loutrel. Bonjour Suzanne, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à la région Île-de-France pour financer l'opération, parce que je pense que c'est un ingrédient assez important. Il nous faut des financements, il vous faut des financements. J'y reviendrai, c'est un point important. Comme l'a dit Suzanne, l'Arcom, vous connaissez, j'imagine maintenant, c'est l'héritier du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la Hadopi. Et à la fois, c'est plus que ces deux entités, et notamment par ce rôle de coordinateur des services numériques qui est nouveau au titre du règlement européen sur les services numériques. C'est une vraie révolution copernicienne, c'est-à-dire que le CSA est un régulateur français, l'Arcom est le joueur français d'une équipe européenne de régulation. Et c'est important de voir cette dimension vraiment européenne qui est omniprésente dans la construction de cette nouvelle régulation des plateformes numériques. Si demain, il y a un problème sur une plateforme qui est établie en France, c'est l'Arcom qui sera amené à intervenir à la demande éventuellement d'un pays tiers. Est-ce que ça sera la Pologne qui nous demandera d'intervenir? Donc on est vraiment dans une logique où on a créé une nouvelle fonction de régulation à l'échelle de l'Europe avec un réseau de régulateurs et en son sein, le premier des régulateurs, ce qui est nouveau, c'est la Commission européenne, qui n'est pas dans le positionnement traditionnel qu'elle pouvait avoir vis-à-vis des autres réseaux de régulateurs, où les régulateurs étaient plus nationaux, et la Commission européenne faisait partie des check and balance, vérifiait que la régulation se mettait bien en œuvre et que les régulateurs n'abusaient pas non plus, utilisaient leur pouvoir à bon escient. Dans ce règlement, on est vraiment dans une logique très très différente, qui est pas présente dans le RGPD, qui est l'autre grand règlement numérique qui a été mis en place avant le règlement sur les services numériques. Là, le premier des régulateurs, c'est la Commission européenne. C'est important parce que ça veut dire que pour comprendre le règlement sur les services numériques, il faut comprendre ce que joue l'Arcom, mais il faut avoir une vision plus large et comprendre comment l'ensemble du réseau peut agir. Et même au-delà, quels sont tous les acteurs qui participent
à cette mission publique, à cette politique publique, d'obtenir une attitude plus responsable de ces grandes plateformes. C'est un règlement, c'est vraiment au cœur de son concept, qui vise fondamentalement à permettre à tout le monde de participer à cette action d'obtenir une attitude plus responsable de ces grandes plateformes. Et quand je dis tout le monde, ben donc c'est un réseau de régulateurs, mais c'est aussi permettre à la société civile de participer à cet exercice, pour qu'elle apporte sa contribution, pour qu'elle participe aussi à la gouvernance et à atténuer les risques qui peuvent toujours exister dans la mise en œuvre d'un tel règlement. La communauté de recherche aussi, et ça c'est vraiment au cœur du modèle même de régulation qui a été inventé, j'y reviendrai, mais aussi les médias et aussi les autorités politiques. Euh, En fournissant de l'information qui devient tangible, le règlement permet au pouvoir politique de jouer aussi son rôle et in fine aussi aux autorités judiciaires. Une partie de l'histoire se jouera et se joue devant les autorités judiciaires, mais pour que le pouvoir judiciaire puisse exercer tout son rôle, il faut qu'il ait accès à de l'information, il faut qu'il ait accès à de l'expertise, et c'est l'un des sous-produits attendus du règlement des services sur les services numériques, qui est de renforcer cette résilience de nos sociétés, et renforcer cette capacité collective à faire face ce que je vais appeler les désordres informationnels, qui sont le dommage collatéral du succès de l'économie des plateformes. Donc, le but étant évidemment de garder le meilleur des plateformes, mais d'arriver dorénavant à faire face à ces désordres informationnels. Alors, je fais cette explication un peu longue, mais parce que souvent, les gens ont du mal à prendre la mesure de que veut dire mettre en œuvre le règlement sur les services numériques, et on a quelque part dans nos inconscients l'idée que c'est une série de règles qu'on va appliquer immédiatement, qui vont donner des résultats instantanés. Et souvent, les gens, je vois, sont surpris en lisant le règlement, en disant, mais on n'arrive pas à voir clairement quelles sont les obligations auxquelles les plateformes sont soumises. Et pour beaucoup, c'est vrai que si on devait simplifier un peu, il faut voir le règlement sur les services numériques non pas comme une loi de régulation, où on a gravé dans le marbre toute une série de règles à respecter, mais une loi de régulateur, c'est-à-dire une loi qui crée des institutions, qui crée des règles de gouvernance, qui définit les pouvoirs que ces régulateurs vont pouvoir exercer, dans quelles conditions on va les exercer, et il faut au fur et à mesure attendre que les régulateurs occupent cet espace pour voir le bénéfice du règlement devenir tangible. C'est un choix important qui a été fait par les co-législateurs européens, le Parlement et le Conseil, de vouloir plutôt créer une loi qui crée une capacité institutionnelle collective plutôt qu'une loi qui agisse directement, qui fixe des règles, parce qu'on parle d'une industrie, les plateformes numériques qui mutent en permanence, qui évoluent en permanence, et donc il y avait la volonté d'éviter de graver dans le marbre de la loi des règles qui soient pertinentes pour faire face aux problèmes auxquels on a fait face hier, et non pas de créer, et au contraire, ce qui a été voulu, c'est de dire non, on veut créer des institutions qui auront une certaine marge de manœuvre, qui pourront travailler avec l'industrie, qui pourront poser des règles, des normes, et les faire évoluer pour qu'on soit armé pour faire face aux problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui et demain, et pas seulement celui auquel on était confronté hier. Et pour illustrer ce premier point, et je pense que qui est vraiment très important pour comprendre la philosophie du modèle de régulation qui est mis en place, quand ce règlement est négocié, on est dans les années 2020-2021, il est finalement adopté en 2022. À l'époque, on ne mesurait pas l'importance qu'allaient prendre les intelligences artificielles dites génératives. Et donc, si vous regardez, il n'y a aucune disposition dans le dispositif du règlement qui parle d'intelligence artificielle. Même si à l'époque, les grandes plateformes utilisaient déjà couramment des premiers outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on mesure à quel point c'est l'enjeu des intelligences artificielles génératives, et notamment comment c'est un ingrédient nouveau majeur qui va participer aux problématiques d'intégrité de l'espace informationnel, de désinformation. Si vous allez regarder les rapports de risque systémique que une plateforme, par exemple, comme TikTok doit produire en application du règlement sur les services numériques, vous allez découvrir que dedans, ils parlent d'intelligence artificielle générative. Ils ont dû prendre en compte ce phénomène parce que on a su, dans la construction du règlement, construire des instruments suffisamment conceptuels qui sont notamment pour les très grandes plateformes basées à base d'analyse de risque, et leur dire dans le règlement, vous devez procéder à des analyses de risque.
vous devez les réactualiser chaque année. Et donc, automatiquement, elles ont dû prendre en compte cette évolution technologique, quand bien même elle n'était pas prise en compte par le législateur quand il a posé les bases du règlement. Donc, c'est important d'avoir cette dimension adaptative et c'est donc d'avoir cette capacité des régulateurs dans des règles de gouvernance très claires à faire évoluer les attentes qu'on peut avoir au fur et à mesure où l'industrie mute, au fur et à mesure où on documente où sont les effets collatéraux auxquels on peut pouvoir faire face. Alors, je vous propose peut-être de revenir un peu quand même aussi sur les plus grandes dates et pour vous faire mettre en relief à quel point ce règlement est en train de monter en puissance. Et là aussi, on repart du fait qu'on parfois on a des attentes en se disant mais il rentre en vigueur. Donc le règlement est voté en 2022. Il a une entrée en vigueur anticipée en 2024, en 2023 pour les plus grandes plateformes et une entrée en vigueur pour toutes les plateformes en 2024. Et souvent, on se dit, ah bon, ouais, donc on est déjà il y a déjà un certain temps qu'il est rentré en vigueur. Oui, mais en 2024, en fait, on commence à pouvoir déployer les instruments qui sont présents dans le règlement et qui justement vont donner un effet plus précis au texte européen. Et tant qu'on n'a pas ces actes de mise en œuvre, on n'a pas encore tout le bénéfice que peut apporter ce règlement. Donc le premier acte, si vous vous souvenez quand même, qui a été pris en 2024, juste après l'entrée en vigueur, la Commission européenne, en construisant avec tous les régulateurs nationaux et dans un processus de consultation publique, a mis en place les premières lignes directrices pour faire face à la désinformation en période électorale. Et ça a été fait dans un temps record, mais qui correspondait au temps d'élection, puisqu'on avait une élection européenne qui avait lieu au mois de juin. Et il s'agissait de savoir d'ores et déjà mobiliser les premiers instruments du règlement sur les services numériques pour aider à sécuriser ce processus électoral. Un peu plus tard, dans la même année 2024, la Commission européenne a sorti un premier, alors je vais me tromper sur le terme, je vais dire acte délégué, mais si ça se trouve c'est un acte d'exécution, vous me pardonnerez, je vous laisserai vérifier, sur la manière de produire les rapports de transparence. Le rapport de transparence, c'est un instrument à la fois assez simple et très puissant, qui s'applique à toutes les plateformes pour le coup, quelle que soit leur taille, qui est de dire vous devez rendre compte d'une série d'actions qui vous incombent, et notamment toute la mise en œuvre du régime de notification et de retrait. C'est le cœur de ce régime de transparence. Évidemment, les premiers rapports ont déjà été publiés. Mais aujourd'hui, si vous lisez les premiers rapports, les plateformes les ont écrits en essayant de respecter le règlement, mais que devait contenir le rapport? Ça se résume à un ou deux articles du règlement, quelques paragraphes. Ça ne suffit pas à harmoniser le contenu d'un règlement, la nature des informations qui doivent être produites pour que on puisse tirer tout le bénéfice. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir justement commencer à faire des analyses comparatives et de pouvoir se porter un jugement en disant, mais tiens, si j'ai 10 plateformes qui rendent compte, j'en ai 9 qui me disent qu'elles arrivent à remplir une certaine fonction dans un certain délai, et la 10e qui dit qu'il lui faut un délai 3 fois plus long pour le faire, ça vous dit que vous avez une matière à avoir une discussion avec cette plateforme qui visiblement n'arrive pas à être dans le standard du marché. Les rapports de transparence, comme je disais aujourd'hui, ils sont peu exploitables. Grâce à l'acte délégué que la Commission a publié en novembre 2024, on va avoir en 2026 des rapports de très, très grande qualité. Pourquoi ce délai? Parce que l'acte délégué, il est publié en novembre 2024. Il faut que les entreprises aient quelques mois pour adapter leur système d'information. Donc, l'acte délégué exige de leur part qu'elles soient capables de produire les informations demandées à partir de leurs activités courantes à compter du 1er juillet 2025. Depuis le 1er juillet 2025, elles ont dû mettre en place dans leur système d'information des métriques de mesure harmonisées qui respectent cet acte détaillé. Et on verra donc dans les premiers rapports qui couvriront la période du deuxième semestre 2025 et qui vont être publiés en 2026. Le rapport semestriel, c'est une obligation pour les très grandes plateformes uniquement. Là, on va avoir une avancée. C'est-à-dire que là, je vous fais un teaser, pardonnez-moi le terme, sur le fait que ça va devenir passionnant de lire les rapports de transparence à compter du premier semestre 2026, quand elles vont couvrant le deuxième semestre 2025. Pour les plateformes d'envergure plus petite, on aura le bénéfice un peu plus tardivement, parce qu'elles ont l'obligation de produire des rapports uniquement annuels, et elles auront dû harmoniser leurs données uniquement sur un semestre sur les deux que comptait l'année 2025. Donc on aura les rapports qu'elles sortiront seront peut-être un peu moins harmonisés, parce qu'ils seront harmonisés sur la moitié d'une période, il faudra attendre 2027 pour avoir tout le bénéfice.
Et sur cet exemple, ça montre comment il faut accepter qu'au début de la mise en œuvre d'un tel règlement, y attendre parfois 1 an, 2 ans pour en avoir le plein bénéfice. Le point suivant aussi qui explique expliquer cette montée en puissance du règlement, c'est le fait que, au mois de juillet 2025, la Commission européenne, là aussi après un processus de concertation, d'abord d'analyse avec les régulateurs nationaux, de concertation avec tous les partenaires extérieurs, que ce soit les plateformes ou la société civile, a adopté des lignes directrices pour la protection des mineurs en application de l'article 28 du règlement sur les services numériques. Donc là aussi, si on disait mais ce règlement a été fait pour protéger les mineurs, on n'a pas d'effet. L'article 28 en lui-même n'était pas posé le principe général de dire on attend des plateformes qu'elles protègent les mineurs en ligne et qu'elles sachent reconnaître les risques qui leur sont associés et sachent les prévenir. Il fallait préciser ça dans ces lignes directrices. Ça demandait un temps de concertation pour construire ces lignes directrices. Et maintenant qu'elles sont publiées, on va rentrer dans un deuxième temps où là aussi, on va d'abord demander aux plateformes d'en tirer les conséquences et on va basculer dans une démarche derrière de mise en conformité. Et on va donc avoir là aussi des premiers résultats tangibles à partir de l'année 2026 et qui vont au fur et à mesure monter en puissance. Et la Commission européenne pourra aussi tirer les conséquences des retours d'expérience et faire vivre ces lignes directrices qui pourront évoluer au fur et à mesure. Troisième exemple, et qui est un point particulièrement important pour nous, Arcom, parce qu'on est convaincu que c'est une disposition qui, dans la durée, sera l'une des plus puissantes du règlement sur les services numériques, c'est l'entrée en vigueur et le fait d'obtenir la mise en conformité vis-à-vis de l'article 40 du règlement sur les services numériques. L'article 40, pour le résumer, c'est un article qui organise l'accès aux données pour qu'on puisse à la fois lutter contre cette véritable asymétrie d'information que nos sociétés ont vis-à-vis de ces plateformes et lutter de manière extrêmement renforcée au bénéfice de la communauté académique au sens classique du terme, vraiment, et même une définition juridique du terme académique. Alors pourquoi d'abord est-ce que je mets autant d'importance sur cette asymétrie d'information? Qu'on a pu découvrir dans la période de gestation de ce règlement dans les années 2020 et suivantes, c'est que une partie de ce qui nourrissait euh, la responsabilité, l'attitude un peu insuffisamment responsable des plateformes, il y avait le fait que fondamentalement, nous ne savions pas les observer, nos sociétés, que ce soit les autorités politiques, que ce soit le monde académique, que ce soit les médias. Parce qu'au cœur du fonctionnement de ces acteurs, que ce soit des réseaux sociaux, des places de marché, vous avez le fait que les contenus qui vous sont présentés ont été individualisés pour vous par des algorithmes au vu des données personnelles, des connaissances qu'elles ont sur qui vous êtes et quelles sont vos préférences. Ce qui veut dire qu'à la fin, je ne peux voir que mon réseau social et que vous en avez une vision totalement différente parce que vous en avez un usage différent, parce que les plateformes ont une connaissance différente de qui vous êtes et de qu'est-ce que vous voulez. Et donc cette individualisation que les plateformes auxquelles les plateformes procèdent, ça contribue à leur succès, mais ça a pour effet aussi qu'elles sont très dures à observer, sauf si vous savez vraiment, entre guillemets, euh, demander des données pour avoir une vision un peu globale et poser une vision sur le sujet cohérente. Et donc, tout le monde est convaincu qu'à partir du moment où on multiplie dans le règlement l'obligation pour les plateformes de rendre public, et je dis bien rendre public, pas communiquer aux régulateurs, rendre public des informations par ces rapports de transparence, par ce droit d'aller collecter des données publiques, par ce droit pour des chercheurs agréés d'aller demander des données qui sont non publiques, on va induire un comportement plus responsable parce que les plateformes vont anticiper que plus on est capable de mettre en évidence éventuellement des effets collatéraux et la responsabilité qu'elles peuvent avoir, soit dans l'origine de ces effets collatéraux, soit dans leur capacité à atténuer les conséquences, elles vont anticiper pour éviter d'avoir ces phases contentieuses, pour éviter d'avoir des atteintes à leur image, et Dieu sait qu'elles tiennent à leur image. Ce sont des animaux éminemment commerciaux et qui tiennent beaucoup à leurs images. Cet article 40, il y a deux dimensions. Il organise d'une part l'accès à des données publiques pour des chercheurs, y compris des chercheurs de la société civile. Euh, c'est aussi un des sujets sur lesquels la Commission a mis une priorité, puisque c'est grâce à ces accès qu'on est capable d'organiser
le travail de fact-checking. C'est grâce à ces articles que la société civile peut collecter de l'information pour participer à l'effort de surveillance, de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre espace informationnel, est-ce qu'il y a des ingérences, comment évoluent nos sociétés. C'est un peu le droit quelque part à collecter de la donnée publique. Et la Commission avait ouvert dès l'année 2024 des premières procédures pour essayer de mesurer jusqu'à quel point un certain nombre d'acteurs jouaient ou ne jouaient pas le jeu. Et vous avez pu noter que vendredi dernier, la Commission européenne a rendu public, a annoncé qu'elle avait pris une première étape pour notifier un non-respect du règlement vis-à-vis de 3 plateformes, Facebook, Instagram et TikTok. Et ça ouvre une période où ces plateformes vont prendre connaissance des reproches que la Commission européenne leur fait. Nous, Arcom, nous avons appelé publiquement en disant on espère qu'elles vont en tirer les conséquences, qu'elles vont se mettre en conformité. Et c'est bien ça l'objectif du règlement, c'est d'obtenir conformité dans la mise en œuvre de ce règlement, et à défaut que la Commission européenne en tirera les conséquences et continuera la procédure qui peut amener à mettre des sanctions financières. Mais l'objectif, ça n'est pas la sanction financière. C'est ça le point important. Nous, on souhaitait rappeler que l'objectif, c'est d'obtenir cette mise en conformité. C'est une logique de régulation sectorielle. Nous ne sommes pas là pour punir par principe, nous sommes là pour obtenir le respect de la réglementation et, en cas d'échec, enclencher avec des procédures de sanction. Le deuxième acte qui a eu lieu la semaine dernière et qui est sur l'article 40, c'est que l'acte délégué, qui a été publié par la Commission avant l'été, est rentré en vigueur lui aussi. Et lui, il donne effet au cœur de cet article 40, sa partie émergée de l'iceberg, qui est un droit cette fois-ci uniquement pour les chercheurs, au sens académique du terme, qui agréés par les régulateurs, à aller demander l'accès à des données, y compris des données non publiques, pour pouvoir vraiment mener des travaux de recherche, mettre en évidence est-ce qu'il y a surmodération, sous-modération par les acteurs, par les plateformes, est-ce qu'il y a des risques systémiques qui ont été mal identifiés, est-ce qu'il en manque, pour ceux qui ont été identifiés, est-ce que les mesures d'atténuation des risques que les plateformes doivent mettre en œuvre sont effectives ou pas, est-ce qu'elles-mêmes elles ont des effets de bord, donc c'est vraiment un article qui est très très important et qui va permettre là aussi du coup à beaucoup de chercheurs, chercheurs en sciences politiques, chercheurs en sciences sociales, chercheurs en sciences médicales, de pouvoir ouvrir des nouveaux champs de recherche et participer à cet exercice collectif de mieux obtenir un engagement responsable de ces plateformes et de mieux comprendre l'effet de la transformation de nos sociétés par cette numérisation toujours croissante. Et donc c'est vraiment un point extrêmement important pour nous. On est convaincu que dans la durée, c'est ça qui va faire la différence. C'est aussi pour ça que depuis 3 ans, l'Arcom organise chaque année des journées de la recherche où elle invite des chercheurs à soumettre des travaux et à venir les présenter à l'Arcom, mais aussi à tout le monde, puisque c'est un exercice qui est à la fois présentiel et qui est distanciel, qui est broadcasté, bon français, qui est diffusé en ligne et à la fois en français et en anglais, avec une traduction simultanée. Et cette année, je me permets de faire cette publicité. L'Arcom organise donc ses 3e journées de la recherche le 13 novembre prochain, et vous pourrez tous y participer, soit en présentiel, soit à distance. Je voudrais vraiment insister là-dessus, l'enjeu de ce règlement, et c'est ça qui explique pourquoi on a ce titre très bizarre de coordinateur des services numériques. C'est totalement atypique d'avoir un texte juridique qui dit un régulateur s'appelle un coordinateur. Mais ça renvoie au fait que le modèle de régulation qui est mis en œuvre par le règlement sur les services numériques n'est pas un modèle qui dit on donne le pouvoir au régulateur d'agir directement lui-même. Ce n'est pas un règlement de régulation des contenus, c'est un modèle d'empowerment, de mise où on organise fait que toutes les branches de nos sociétés, ce qui fait la force de nos démocraties, qu'on puisse tous participer à cet exercice de recréer, de refaire de l'Internet, de l'espace des plateformes en ligne, un espace de confiance dans le respect de nos libertés. Et du coup, le maître mot, et c'est pour ça qu'on a ce type de coordinateur, c'est d'apprendre à travailler en réseau. Et donc, apprendre à travailler en réseau, c'est avant tout, en premier lieu, des réseaux européens. J'ai commencé par là, en disant, voilà, l'Arcom n'est pas le régulateur français du règlement sur les services numériques. Nous sommes le joueur français de l'équipe européenne de régulation.
Et donc nous-mêmes, en tant que régulateurs, nous sommes en train d'apprendre à essayer de développer une nouvelle culture, une culture dans laquelle nous répartissons un travail collectif où chacun a besoin les uns des autres. Nous, Arcom, nous n'avons pas le pouvoir de coercition contre les très grandes plateformes, puisqu'aucune d'entre elles n'est basée en France. Pourtant, le matin, quand on se réveille, c'est bien à ça qu'on pense, c'est bien la priorité politique, elle est là, c'est d'obtenir que les plus grandes plateformes sur lesquelles tous les Français vont, agissent de manière responsable. Et donc, nous participons avec tous les autres régulateurs à la supervision de ces plateformes. Et notre but, c'est d'aider à remonter des dossiers structurés pour que, le cas échéant, le régulateur irlandais, si c'est lui qui doit intervenir, et souvent c'est lui qui peut intervenir parce que beaucoup de plateformes sont basées en Irlande, puisse intervenir et reçoivent un dossier structuré qui a été construit par un autre régulateur, ou que la même chose vis-à-vis de la Commission européenne. Et ça, c'est vraiment une logique qui est différente. Penser que, bien évidemment, il y avait déjà des réseaux de régulateurs avant, mais avant, le CSA régulait les télévisions françaises, le régulateur allemand régulait les télévisions allemandes. Les Français ne regardaient pas les télévisions allemandes, et réciproquement, les Allemands ne regardaient pas les télévisions françaises. Donc, le dialogue qu'on pouvait avoir entre régulateurs dans un monde non numérique était de dire, ah, nous faisons tous le même métier, est-ce que nous avons des expériences à partager? Là, c'est différent. Nous sommes dans un travail conjoint, simultané. À la fin, si on a un problème avec la plateforme TikTok, il n'y a qu'une plateforme TikTok et il faut bien arriver à avoir une action coordonnée qui prenne en compte les besoins de chacun des pays et la capacité de chacun des pays à construire un dossier pour, le cas échéant, demander à TikTok d'avoir une attitude plus protectrice, notamment des mineurs, dans une action qui est vraiment coordonnée, qui est une action de réseau au niveau européen. Au niveau national, c'est la même logique. Premier niveau de réseau, évidemment, est en autorité compétente. Nous, Arcom, nous sommes le coordinateur des services numériques, mais il y a deux autres autorités compétentes directement pour faire respecter certaines dispositions du règlement sur les services numériques vis-à-vis des plateformes établies en France. Il s'agit de la CNIL pour certaines dispositions qui touchent aux données personnelles et qui vont plus loin que le RGPD, et il s'agit de la DGCCRF pour certaines dispositions qui touchent aux places de marché. Et évidemment, les places de marché, c'est un sous-sujet du sujet beaucoup plus vaste du e-commerce, et le régulateur du e-commerce, c'est la DGCCRF. Donc là, c'est un premier niveau de réseau qui s'est construit très très vite et très facilement, au sens où on a noué des conventions avec ces deux entités avec qui on avait déjà des relations par ailleurs. Il y a une logique de travail en commun dorénavant. On sait que on a appris à se travailler. Il y a un dialogue qui se fait entre les collèges de la CNIL et de l'ARCOM, un dialogue qui se fait avec la direction générale de la DGCCRF. C'est finalement la partie, là aussi, émergée de l'iceberg. La partie émergée, elle est beaucoup plus importante, c'est de dire, mais le règlement sur les services numériques, il permet d'obtenir une attitude plus responsable des plateformes. Mais sur les plateformes, on a besoin de ça, elles sont le miroir de nos sociétés, on retrouve tous les problèmes de nos sociétés. Donc, instinctivement, je pense en disant, mais l'État est coupé en trois grandes parties, pardon, l'exécutif, euh, la sphère sociale, la sphère régalienne, la sphère économique. Nous sommes en train de nouer des réseaux avec des partenaires dans chacun de ces ministères pour leur dire, je vais prendre l'exemple du ministère des Affaires sociales qui inclut la santé, en disant, ben voilà, nous, Arcom, nous ne sommes pas l'autorité de santé publique, nous n'avons pas de compétences en santé publique et on ne va pas les dupliquer. Il y a un ministère de la Santé, il y a une direction générale de la santé, il y a un navire amiral de la recherche qui s'appelle l'INSERM, et on doit avoir une démarche proactive d'aller leur expliquer comment ils peuvent tirer parti du règlement sur les services numériques. Si vous êtes une autorité de santé, bah, typiquement, vous avez une tradition d'essayer de travailler pour promouvoir des bonnes habitudes alimentaires, pour éviter l'obésité qui n'arrête pas d'augmenter dans nos sociétés. Il y a un travail qui se fait avec les médias audiovisuels. Donc nous, on va les voir en disant, mais vous pouvez là aussi imaginer des nouveaux modes pour travailler avec les grandes plateformes. Vous étiez très habitué à savoir observer comment la publicité est utilisée par l'industrie agroalimentaire sur les médias audiovisuels. Peut-être que le moment est venu d'aller regarder comment cette publicité est utilisée par cette même industrie sur les plateformes numériques, parce que le marché publicitaire est passé maintenant plus majoritairement sur les plateformes numériques. Et avant, c'était difficile à observer. Maintenant, c'est faisable grâce à l'article 39 du règlement sur les services numériques qui, pour les très grandes plateformes, là aussi, leur impose de mettre une base de données publique où on peut retrouver toutes les publicités
les critères de ciblage, qui les a financés. Donc, on a un nouvel instrument de politique publique pour le ministère de la Santé. Et donc, je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Je vais peut-être en prendre un deuxième pour lutter à l'opposé sur des sujets d'atteinte aux personnes, de lutte contre la haine en ligne. Bien, nous avons construit là aussi un réseau avec des partenaires privilégiés au sein de l'État, la DILCRA, Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine en ligne, le parquet national haine en ligne qui a été créé au sein du parquet de Paris suite au meurtre de cet enseignant. Samuel Paty, oui. Pardon. Samuel Paty, je pense. Merci. Suite à l'assassinat de Samuel Paty, qui avait provoqué une prise de conscience sur le sujet, et donc le Parquet national est en ligne. Nous travaillons aussi un partenaire privilégié avec l'OFAC, l'Office anti-cybercriminalité qui gère la plateforme Pharos, et aussi avec le secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour arriver à mobiliser aussi par ce biais-là tout ce segment de la société civile. Ça s'incarne derrière avec l'Observatoire de la haine en ligne, dans lequel on va rassembler tous ces partenaires et on va collectivement apprendre à être plus efficace, à tirer parti des différents instruments pour avoir une action collective plus ambitieuse. Et c'est important parce qu'on voit bien que à la fin, agir sur la haine en ligne, ça demande une partie de l'action préventive de la part des plateformes, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir via le règlement sur les services numériques, mais ça demande aussi une action coercitive de la part de la justice, parce que un certain nombre de choses sont manifestement des atteintes totalement illégales, ne relèvent plus de la liberté d'expression. Ça demande aussi un travail de prévention, où il faut aller en fait construire un sentiment de citoyenneté numérique et donc faire de l'éducation aussi à la citoyenneté numérique. Donc c'est une mobilisation collective et avoir un lieu où on peut échanger de l'information à des individuels, mais la compréhension des mécanismes, de qu'est-ce qu'on voit, ça permet d'avoir une capacité collective qui est décuplée et de concrétiser cette mobilisation collective et cette capacité collectivement à mieux faire face au désordre informationnel. Je vous le rends très tangible la Merci. dernière fois. Je pense on a déjà beaucoup de questions et on n'aura pas suffisamment de temps. Alors allons-y. Je pense que Continuons c'est la pas mal si on discussion. passe. Je pense que c'est pas mal si on passe aux questions. J'ai l'impression qu'il y a une série de questions qui est liée à l'Arcom en tant qu'institution, et puis il y a une série de questions qui est plus liée à la façon dont l'Arcom coopère, collabore avec la société civile. Alors on va commencer avec le premier type de question. Une question très concrète liée au rapport qui doit être produit par l'Arcom, qui ne figure pas dans la liste des rapports recensés par, euh, par la Commission européenne. Donc c'est le rapport annuel. On a une question qui nous dit l'activité de l'Arcom vis-à-vis du DSA doit être transparente. Savez-vous quand nous pouvons attendre le rapport d'activité de l'autorité? Le rapport annuel de l'autorité ne fait pas mention de tous les éléments requis par le texte. Donc ça, c'est une première question. Et puis, au-delà de ça, les premières décisions de désignation des signaleurs de confiance ont été rendues par l'autorité. Pensez-vous qu'elles pourraient être ajoutées à la base de données de l'Arcom, comme c'est le cas pour sa mission en matière d'audiovisuel? Alors, sur la première question, on fait évoluer notre rapport annuel au fur et à mesure de la montée en puissance du règlement sur les services numériques. Le dernier rapport annuel qu'on a publié portait sur l'année 2024, et donc il y avait encore peu d'éléments dedans qui correspondaient à la mise en œuvre du règlement sur les services numériques. Celui sur 2025 va devoir rendre compte de toutes les désignations de coordinateurs sur les services numériques, et au fur et à mesure, on va compléter et mettre ça en Mais œuvre. c'est Il y a un vrai travail que qui est... c'est Oui. dommage qu'on ne retrouve pas sur le site de la Commission le rapport français. C'est assez surprenant quand on. Enfin, il manque quelques DSI, mais j'ai mis dans le chat le lien. Et peut-être ça, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi voir avec Alors la le Commission. travail a été fait de coordination justement entre tous les régulateurs et la Commission européenne
pour bien clarifier tous les éléments que chacun va devoir produire et pour les rendre cohérents entre nous si possible aussi. Et la montée en puissance va se faire sur les rapports qu'on va publier en 2026 sur l'année 2025. Parce que là, les premières années, il manquait encore trop de gens, il y avait encore trop peu de choses à faire, entre guillemets. Parce que si vous pensez à actes de régulation qu'on a fait en tant que régulateur, les seuls actes qu'on a fait à ce stade, ce sont les désignations d'itinéraires de confiance. On n'a pas, parce que le reste, on fait encore beaucoup de choses, mais pour beaucoup, c'est du travail de pédagogie avec les acteurs français pour leur permettre de monter à bord et on commence pas en disant on nous rend des procédures de sanctions. Souvenez-vous, la montée en puissance du RGPD, la CNIL, de manière logique, les premières années était là dans un travail de discussion, de pédagogie, et nous, on fait la même chose, mais on n'a pas encore beaucoup d'éléments tangibles sur lesquels on a l'obligation légale de rendre compte. Le deuxième question, je ne l'ai pas comprise. Alors, on va peut-être demander à la personne qui a écrit la question peut-être de la reformuler et on va passer à la deuxième série de questions qui est en lien avec les collaborations. Donc, on a une personne qui demande quelles sont les collaborations existantes entre l'ARCOM et la société civile, en particulier les associations, face aux plateformes, notamment sur le plan contentieux, et quelles sont les pistes envisagées pour renforcer ces liens. Merci beaucoup. Alors, on essaye de démultiplier notre capacité d'interagir avec les acteurs de la société civile et à la fois de ne pas tout ramener à nous parce que on n'aura pas la capacité à gérer et que ça serait pas efficace. Je m'explique. Si je prends l'exemple, en ce moment, typiquement, je suis en train de discuter avec le secrétaire général de la CNCDH en disant, mais est-ce que vous acceptez de nous accueillir pour qu'on puisse utiliser votre enceinte pour dialoguer avec tous vos membres, plutôt que de déplacer le débat chez nous, qui serait peu efficace. Sur un autre pan de société civile, alors c'est société civile qui représente des acteurs économiques, il y a tout un écosystème d'acteurs qui luttent contre la contrefaçon. Et il y a des structures existantes, c'est le Comité national anti-contrefaçon, le CNAC, où on essaie de dire, mais ne venez pas, n'essayons pas de construire une instance sur mesure à l'ARCOM, peut-être que vous pouvez nous accueillir au sein du Comité national anti-contrefaçon comme un nouveau membre participant. Troisième exemple, avec la DGCCRF, à la fois, il y a une dimension consommateur très claire dans le règlement sur les services numériques, notamment parce que ça couvre les places de marché. On essaye de dire, ben, nous, Arcom, n'allons pas créer une nouvelle relation avec toutes les associations de consommateurs, mais plutôt demander à la DGCCRF de nous intégrer en tant que de besoin au Conseil national de la consommation. Et je pourrais multiplier comme ça les exemples de la même manière. On essaye d'aller voir tous les écosystèmes de recherche en disant accueillez-nous quand vous avez besoin de nous dans votre écosystème, dans vos structures de concertation, plutôt que que nous ne dupliquions pas ces efforts et dans lesquels on pourrait se noyer pour être. Alors, une autre question un petit peu liée à ça, même si je pense que la précédente question, c'était des associations, notamment de défense des droits et libertés individuelles. Et là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas d'instance consultative existante où on a, par exemple, la Quadrature du Net, des associations défense des libertés en ligne et liberté d'expression qui Alors, ont... on a quand même une structure qui nous est directement liée, hein, c'est l'Observatoire de la haie en ligne, qui est une instance de concertation, ça n'est pas c'est un observatoire statistique. Et là, sur l'exemple que vous avez donné, il a été constitué après le vote de la loi Avia, c'est l'une des deux dispositions qui n'avait pas été censurée. Il y a la création du parquet national de la haine en ligne et la création d'un observatoire de la haine en ligne. Alors, il a eu une première vie où il existait, mais il manquait la loi qui va avec. Alors, c'était un lieu qui était censé exister justement pour faire vivre ce dialogue. On l'a relancé il y a déjà 2 ans et on en a eu une utilisation, je pense, assez intéressante dans la préparation des Jeux Olympiques, qui a montré à quel point c'était utile pour assurer cette coordination. Il y avait une série incroyable de menaces potentielles auxquelles il fallait se faire face et dans lequel souvent la société civile pouvait jouer un rôle important, mais s'y perdait. Et grâce à l'Observatoire, on a su mettre autour de la table tous les acteurs et ça a permis de fluidifier. Là, on va lui donner une nouvelle impulsion, maintenant qu'on commence à avoir les premiers résultats qui sortent de mise en œuvre du règlement sur les services numériques.
c'est l'endroit où on pourra le faire. Et après, on fera évoluer en tant que de besoin. On essaye de militer aussi auprès de la Commission européenne pour dire qu'il faut arriver à faire vivre ce dialogue à la fois au niveau national et à la fois au niveau européen. Et on espère que la Commission européenne va pouvoir rééditer dans une forme à déterminer l'exercice qu'elle avait pu mener il y a un an et demi. Elle avait fait une très jolie conférence ouverte à tous les acteurs de la société civile à Bruxelles au moment du lancement du règlement sur les services numériques. Il faut qu'on trouve les modus operandi pour faire vivre ce dialogue et avoir des échanges sur le sujet. Alors, je rebondis sur ce dernier point parce que j'ai écrit un rapport justement sur N'est-ce la pas? place de la société civile vis-à-vis de la Commission européenne. Et c'est vrai que très certainement, la Commission européenne a un petit peu du mal à créer un système un peu pérenne pour récupérer de l'information, que ce soit par des groupes d'experts ou et c'est vrai qu'elle fait ce genre d'événements. Elle en a fait un plus récemment sur les risques systémiques, mais c'est vrai, ça reste des événements un peu euh, uniques, enfin ponctuels. Et c'est un peu dommage qu'elle puisse pas récupérer cette intelligence de terrain qu'on peut retrouver au sein des associations de manière un peu plus régulière. Je mets en lien dans le chat le lien vers le rapport que j'ai rédigé à ce propos. On a une autre observation, question qui est plus liée à un dépôt de plainte qui a été effectué auprès de l'Arcom. Et je résume rapidement, mais il y a effectivement un sentiment de manque de communication de la part de la personne qui a déposé cette plainte. Il s'agit d'une plainte qui a été déposée en mai contre des dysfonctionnements de la modération de Facebook qui avait potentiellement qui impliquait potentiellement un risque systémique. Et la personne regrette de ne pas avoir de retour de l'Arcom. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose pour le coup, on retrouve au sein des autorités administratives indépendantes françaises, où on a un peu ce sentiment des personnes qui portent plainte, qui envoient de l'information et n'ont pas forcément de retour. Je sais qu'il y a des personnes auprès de la CNIL qui font aussi qui regrette aussi beaucoup l'absence de communication de l'autorité auprès des plaignants. Est-ce que vous savez si l'autorité prévoit de créer un tableau de bord de suivi des plaintes ou une façon plus régulière de communiquer vis-à-vis des plaignants? Alors, on essaye de s'organiser. On est en train d'apprendre à faire fonctionner ce système. Dans l'exemple que vous donnez, si on reçoit, nous, une plainte vis-à-vis de Facebook, nous n'avons pas la compétence pour la traiter. Donc, suivant la nature de la plainte, il faut soit la faire suivre au régulateur irlandais ou à la Commission européenne ou aux deux. Certaines dispositifs, Facebook étant une très grande plateforme, si le manquement qui est dénoncé est lié à une très grande plateforme, c'est de la compétence exclusive de la Commission européenne. Si c'est un manquement potentiel à une disposition du régime simple, entre guillemets, du règlement sur le service numérique, il y a une compétence concurrente de la Commission européenne et du régulateur irlandais. Donc on commence à avoir les premières demandes. Donc on est en train de mettre en place nos processus pour valider, savoir quand les conditions, on le passe au collège de l'Arcom qui derrière transmet la plainte s'il le souhaite au coordinateur des services numériques compétents pour les plateformes basées à l'étranger. On sent aussi, ceci étant dit, que alors, c'est sans doute pas le cas de l'exemple que vous donnez que je ne connais pas, mais que faut arriver à bien gérer la compréhension et quelles attentes on peut avoir. On a vu dans toutes les régulations des acteurs qui viennent en disant voilà mon problème et il faut le régler. Nous ne sommes pas du tout compétents pour prendre la moindre décision sur un contenu à titre individuel. C'est-à-dire que ça n'est pas le rôle d'ailleurs du RSN, ce n'est pas un règlement sur la légalité des contenus. Si vous avez un problème sur un contenu que vous pensez être illégal qui n'est pas enlevé, si au contraire un contenu qui à vous a été enlevé et vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'il ait été enlevé, contestez la décision de modération, ça ne passe pas par le régulateur,
sur le sujet. Le règlement nous donne aucune compétence sur le sujet. Il faut aller voir le juge, il faut aller voir le cas échéant un signeur de confiance si vous voulez faire enlever un contenu, vous pensez qu'il doit être enlevé, ou il faut aller voir un dispositif de médiation, enfin, la plateforme elle-même, je vais le faire dans ce sens-là d'ailleurs. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est éventuellement de comprendre si l'information qui nous est ramenée permet de mettre en évidence qu'il y a un non-respect du règlement. Et donc, c'est forcément une information qui est plus riche dont on a besoin qu'un cas individuel. Si vous avez un cas individuel, entre guillemets, on n'est pas l'instance d'appel là-dessus. Il faut aller voir d'autres autorités pour obtenir une intervention sur les cas individuels. Donc, il y a souvent, on sent quand même ce petit risque d'incompréhension de savoir qu'est-ce que ça veut dire porter plainte auprès du régulateur. Après, si on est sur la partie risque systémique, pas se leurrer, hein, on est en train de construire cette mécanique de logique de règlement, de gestion des risques systémiques. Aujourd'hui, une plateforme comme Facebook a, pour la première fois, il y a 1 an, publié son rapport d'évaluation des risques systémiques. L'obligation du règlement qu'elle porte, c'est de dire qu'elle est obligée d'évaluer les risques systémiques. Elle est obligée de prendre des mesures d'atténuation des risques qu'elle a identifiés. Elle est obligée de se soumettre à un audit par un tiers, au sens classique du terme, qui a vérifié que tout ce qu'elle fait est bien documenté, qu'il y a des traces d'audit. Et derrière, grâce à l'accès aux données, on pourra, entre guillemets, contester et revenir en disant, mais non, on pense que vous n'avez pas bien identifié les risques systémiques, qu'il en manque, ou si vous avez bien identifié, que la réponse n'est pas satisfaisante. Donc, c'est un processus itératif, et on est dans les premières itérations. Et donc, ça prend certain temps. Et donc, il n'y a pas de retour simple. C'est ça aussi mon message. Si vous revenez en disant « je pense que j'ai trouvé un risque systémique », on peut faire suivre ça dans le processus collectif. La réponse, entre guillemets, ça sera… Encore une fois, l'objectif n'est pas une amende, n'est pas de dire… L'objectif, c'est d'obtenir que la plateforme Facebook, dans cet exemple, modifie son analyse de risque, prenne en compte tous ces éléments et soit plus pertinente dans sa réponse. Alors peut-être pour rebondir sur cet aspect-là, je pense que l'une des difficultés qui existe aussi et qui est problématique pour l'Arcom, c'est que la commission n'a pas l'obligation de recevoir des plaintes. Et donc en fait, c'est justement toute cette façade que l'Arcom a de devoir recevoir des plaintes qui concernent les très grands services pour lesquels elle n'a pas de compétences, comme ça a été très bien expliqué précédemment, et qui doit derrière retransférer ces informations auprès soit du DSC compétent au niveau national, soit auprès de la commission. Et c'est vrai que il y a peut-être une vraie difficulté là, une défaillance au sein du règlement sur les services numériques qui ne permettait pas aux personnes de pouvoir directement s'adresser à la commission pour montrer des défaillances. Parce que là, la plainte en question, c'est pas effectivement une plainte individuelle sur un contenu, comme ça a été bien expliqué que dans ce cas-là, c'est tout un autre cas de régulation qui va s'appliquer. Là, c'est un autre cadre juridique avec potentiellement les organes de résolution extrajudiciaire des litiges qui vont pouvoir intervenir. Là, c'est vraiment plus sur de la mise en conformité avec des constats basés sur des données vraiment chiffrées. Et c'est vrai que, en fait, c'est une situation un peu délicate dans laquelle l'Arcom est. Et peut-être qu'il faut réfléchir avec les personnes qui vont faire des plaintes à comment est-ce qu'on peut donner de l'information auprès de ces personnes, bien leur accuser réception, bien leur dire qu'il y a quelque chose qui a été transmis éventuellement, parce que c'est vrai que c'est aussi ce qui arrive parfois auprès de la CNIL, c'est qu'on a l'impression, quand on fait une plainte auprès d'une autorité, que ça part dans des méandres et on ne comprend pas toujours bien qu'est-ce qui se passe derrière. Et là, il y a peut-être besoin, pour éviter du découragement de la part de ces chercheurs qui préparent ces plaintes, peut-être en termes de communication qui pourrait être intéressant. Et pour revenir sur l'aspect risque systémique, là je vais faire un peu de promotion d'un événement qu'on a organisé au début du mois d'octobre où on était collectivement à regarder au sein de ces rapports. Et c'est vrai que le constat qui a été retiré, et je mets dans le chat le compte rendu de l'événement, c'est vraiment un constat que ces rapports, c'est parfois de l'autopromotion. On parlait de Facebook. L'équipe qui a travaillé sur les rapports systémiques, enfin sur l'évaluation des rapports sur les risques systémiques, a constaté qu'il y avait quand même des dysfonctionnements dans l'analyse des rapports où on sentait que les entreprises disaient toutes les choses qu'elles mettaient en place
et faisait de l'autopromotion alors que c'est pas exactement ça qu'on avait l'impression qui était prévu par l'article 34. Et là-dessus, il y a peut-être un travail aussi de la part de la Commission de davantage guider ce qui est attendu dans les rapports sur les risques systémiques, bien qu'il n'y ait pas d'acte d'exécution qui soit prévu pour les rapports, pour ces rapports spécifiques. Il y a il y a deux autres questions, je pense, qui sont peut-être un peu plus rapides à répondre. Une personne demande comment des particuliers qui ne sont pas forcément spécialistes peuvent soutenir par des actions simples et ponctuelles l'action de l'ARCOM. Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, est-ce que vous avez déjà reçu au sein de l'ARCOM des candidatures pour le statut d'organe de résolution extrajudiciaire des litiges? Sur la deuxième question, non, on n'a pas reçu de candidature à ce stade, donc il n'y a aucun dossier à l'instruction. C'est pas le sujet le plus simple. Hein, en gros, c'est candidat pour être médiateur. Pour sur alors c'est intéressant la question. Qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel? Nous, on a réalisé plus on travaille sur la mise en œuvre de ce règlement, plus on arrive à des conclusions qui sont intéressantes, je trouve. Et notamment, l'une des choses qu'on est en train de toucher du doigt et de dire, mais même si on obtenait une conformité parfaite du règlement, on n'obtiendrait pas l'objectif qui est souhaité, qui est de recréer un espace numérique de confiance, si simultanément on n'arrive pas à recréer une, une ambition de citoyenneté numérique. C'est-à-dire que, je pense que c'est un point important, euh, si individuellement on continue à considérer que l'espace numérique est un espace de non-droit et à se comporter comme si on était un espace de non-droit, on va rentrer dans un cercle vicieux où les plateformes vont toujours devoir censurer encore plus, intervenir en disant non mais ça va pas, c'est un appel au meurtre, c'est des comportements inciviques. Et donc, je crois que la première chose que chacun individuellement on peut faire pour soutenir non pas l'action de l'ARCOM, mais l'action publique en général, c'est rappeler, plaider et aider à changer collectivement les anticipations qu'on a et la vision qu'on a de cet espace numérique et de dire mais non, en fait, dans l'espace numérique, ça participe de l'état de droit aussi et l'état de droit s'y établit aussi. Quelque part, on avait baissé les bras collectivement au début parce qu'on se sentait désarmé face à cette situation. Et en fait, on a tous le pouvoir de participer à cet exercice. Je vous donne un exemple très précis, moi, qui m'a marqué. On était en train d'accepter, il y a quelques années, quelque part, de dire, bah oui, dans l'espace numérique, le code électoral ne se respecte pas, on peut continuer à publier des sondages, on peut continuer à faire campagne. Et dans la dernière élection présidentielle, la CNCCEP, la Commission nationale de contrôle, la commission électorale, pour faire court, a commencé à dire mais non, la loi s'applique de la même manière, et elle a fait des premiers signalements elle-même aux plateformes en disant ça, c'est un contenu qui est une action de propagande. On est dans la période de silence électorale, la période de réserve qui va du vendredi soir au dimanche soir, et elle a demandé aux plateformes de dire merci de l'enlever. Le code électoral dit que c'est interdit en France. Et derrière, en s'appuyant là-dessus, nous, on a pu enchaîner, parce qu'on a enchaîné les élections européennes avec les élections présidentielles avec des élections législatives, et on va bientôt avoir des municipales, et on réalise qu'effectivement, on peut être collectivement beaucoup plus proactif à demander, à veiller à ce que les plateformes aient bien en compte cette restriction juridique qui existe en France, qui pendant 2 jours limite la liberté d'expression, et que, en fait, il y avait une inversion qui était en train de se faire des attentes. Et on a vu sur la législative qui a suivi un candidat qui a publié en infraction avec la loi une vidéo de propagande électorale le samedi. Alors évidemment, ses concurrents l'ont pointé aux plateformes et ont demandé le retrait, mais on a vu aussi des gens qui réagissaient sur les réseaux sociaux en disant mais vous n'êtes pas au courant que c'est interdit. Et on voit que les attentes sont en train de s'inverser. Et en fait, ça devient autoréalisateur. Si collectivement, on se dit que on est capable de faire respecter nos états de droit, nos valeurs dans l'espace numérique, ça peut devenir autoréalisateur et donc chacun peut participer à cet effort. Ouais, ça, c'est sûr qu'il y a un vrai besoin de collectivement prendre, enfin, réaliser l'importance enfin, arrêter d'accepter l'illicite, je pense Mmh. que c'est ça Oui.
qui est quelque Oui, chose qui est très difficile. On a presque été habitué oui. à voir des contenus illicites en permanence, voir des choses qui sont pas acceptables et se dire, en fait, c'est pas grave, je passe à autre chose. Alors qu'en réalité, effectivement, peut-être des signalements, euh, peut-être s'investir dans des associations de signalement des contenus, des signaleurs de confiance notamment, c'est peut-être une des voies qui permettrait justement de lutter contre l'acceptation de l'illicite qui est devenue un peu banalisée. Et la plupart de ces associations, notamment les signaux de confiance, sont des associations d'intérêt général ou reconnues d'utilité publique, et elles ont besoin d'être financées. Et le règlement sur le service numérique est un règlement très puissant, mais ça n'est pas une loi de finances, ça n'est pas, et donc il y a une série d'acteurs, de fonctions qui doivent être financées. Et donc, il faut financer l'engagement de la société civile, et je pense qu'il est important là aussi que les citoyens se mobilisent et participent à ce financement. Ça fait partie de la liberté qu'on a de choisir qui on veut financer dans la société civile. Et il y a des nouveaux acteurs à financer, que ça soit e-enfance, qui est reconnu d'utilité publique, que ça soit d'autres acteurs qui sont d'intérêt général. Et de la même manière, il faut financer la recherche. C'est aussi mon point. Au début, vous mentionniez qu'aujourd'hui, on faisait le séminaire et que c'était financé par la région Île-de-France. On a besoin de cet engagement aussi des collectivités territoriales, de tous les acteurs publics pour aller financer de nouvelles fonctions qui participent à la mise en œuvre du RSN. Et parfois, j'ai peur on s'est dit, il faut financer l'ARCOM, qui est une très bonne idée, mais il y a un sujet beaucoup plus vaste. Il faut financer la société civile et il faut financer cette recherche. Alors, c'est pas une loi de finances, certes, le règlement sur les services numériques quand même prévoit une fee, Oui, il y a une taxe de le paiement régulation. une taxe de régulation pour la Commission européenne. Donc, les signaleurs de confiance, qui sont des associations, eux, ils doivent se débrouiller seuls, mais la Commission européenne est quand même financée. Donc, je trouve que ça, c'est un peu une incohérence. Le législateur n'a pas été jusqu'au bout dans la logique, en fait, de démultiplication des acteurs qui favorisent la mise en conformité des plateformes, parce qu'on a les auditeurs qui sont financés, on a la Commission européenne qui est financée, on a les autorités de contrôle qui sont financées, et ça, c'est les États membres qui sont obligés de le faire, c'est vraiment écrit dans la législation, mais pour autant, les signaleurs de confiance, qui sont souvent des associations, souvent dans des situations un peu de précarité avec des bénévoles, etc. Là, on n'a pas été, je pense, jusqu'au bout. Et ça, je trouve que c'est assez regrettable peut-être, mais ça c'est bon, ça c'est le choix du législateur, c'est pas l'Arcom qui est responsable de ce choix-là, malheureusement. Nous, Euh, on participe à dire il faut le financer et il faut le faire. Après, le budget européen ne se résume pas à la taxe de régulation, donc on espère que la Commission européenne va mobiliser des moyens pour soutenir la société civile. On sait qu'elle y travaille dans le cadre du bouclier européen démocratique, et ça sera un élément majeur. Et nous, on plaide publiquement pour demander aussi à nos autorités politiques de se mobiliser et de commencer à flécher des financements. Sachant que typiquement pour les signaux de confiance, ça fait partie aussi de l'une des valeurs ajoutées que nous, Arcom, on peut ajouter, parce que comme toujours, on veut que ces associations soient financées et on veut qu'elles gardent leur indépendance. Et donc, ça fait partie du rôle qu'on a dans le processus d'agrément, d'aller regarder comment les gens sont financés et de pouvoir attester que même si elles ont pu avoir des financements, ça peut arriver par des plateformes, elles ne sont pas compromises ou par ces financements. Donc c'est quelque chose sur lequel on est très à cheval et on demande avec les associations à bien regarder tous leurs financements. Il faut les financer et il faut veiller à ce qu'elles restent indépendantes. 100% d'accord. Et puis, il y a aussi un peu la même question qui se pose pour les chercheurs qui parfois ont reçu des financements Oui, historiquement de plateformes. Et là, c'est vrai que c'est comment trouver le juste équilibre sur l'indépendance. On a une question, je cite, volontairement provocatrice. Donc, je prépare le terrain. le plus facile. Une compétence quasiment exclusive a été donnée à la Commission européenne vis-à-vis des très grands services pour éviter les inerties nationales qu'on avait constatées avec le RGPD. La Commission est-elle en train de connaître le même sort que l'autorité irlandaise de protection des données, compte tenu des pressions politiques? Ne regrettez-vous pas que le réseau des autorités nationales ait un pouvoir plus contraignant vis-à-vis de son activité, ne serait-ce pas que pour partager
le fardeau. Et puis, je pense que je vais déjà un tout petit peu répondre, ou en tout cas mettre un peu d'éléments de contexte à cette question. C'est que les États-Unis n'ont pas cessé ces derniers mois de reprocher à l'Europe de réguler et de censurer les contenus sur les plateformes. Mais comme ça a été très bien dit pendant ce Lunch and Learn, il n'y a pas de dispositions concrètes qui visent justement dans le DSA à retirer des contenus. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important à souligner. En fait, les pouvoirs des autorités restent limités à la mise en œuvre des obligations de conformité qui sont prévues par le DSA. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on sent une pression politique très forte, notamment qui pèse sur la Commission européenne, notamment dans le cadre des négociations sur les taxes douanières. Oui, et c'est d'ailleurs ça qui, en tout cas à titre personnel, me renforce dans la conviction de dire qu'il fallait mettre la Commission européenne au centre, parce que vous voyez le modèle de régulation qu'on a, on avait bien en tête que on allait vouloir l'appliquer à des très grands acteurs, et que le jour où une autorité, quelle qu'elle soit, allait s'en servir, on aurait un choc assez violent. Mettre en œuvre et faire respecter ce règlement vis-à-vis des très grandes plateformes. Vous voyez la taille, l'envergure des acteurs dont on parle, Google, Meta, X, TikTok, je pourrais continuer la liste. On sent que ça sera un combat juridique très fort, très puissant, que ces plateformes ont des moyens financiers extrêmement élevés, vont mobiliser des équipes d'avocats extrêmement bien financées, et que ça va être un combat juridique très dur. On est bien conscient, et on le savait, qu'elles allaient mobiliser des équipes d'affaires publiques, de lobbying, pour faire exercer des pressions. Et du coup, c'est ce qui a amené aussi, je pense, le législateur européen, les co-législateurs, à dire, mais pour réussir cette opération, il faut avoir un régulateur, un réseau de régulateurs qui soit fort, avec un acteur qui ait la capacité institutionnelle à porter une telle responsabilité. Et c'est bien le choix qui a été fait par les co-législateurs de mettre la Commission européenne au centre. Je vous rappelle que dans la proposition de la Commission européenne, c'est elle qui a proposé l'architecture du DSA, elle n'était pas au centre. C'est dans le débat politique au Parlement et au Conseil, dans le trilogue, que les négociateurs du Parlement et du Conseil ont dit qu'ils souhaitaient mettre la Commission au centre, parce qu'ils avaient pris la mesure, je pense, peut-être pas de la vigueur de l'attaque, de la critique qui est portée par l'administration Trump contre le règlement sur les services numériques. Je ne suis pas sûr que tout le monde avait anticipé la déclaration tonitruante que le vice-président des États-Unis a fait lors du sommet d'intelligence artificielle à Paris, avec une charge spécifiquement contre le règlement sur les services numériques, mais on sentait que ça serait le cas. Et donc, c'est ce choix-là qui a été fait. Et nous, on considère qu'on est aussi engagé que la Commission européenne. Et c'est l'enjeu du Conseil des services numériques, le Digital Service Board, où la Commission européenne rend compte de son action à l'ensemble des régulateurs européens, et où on participe dans une dynamique collective. Et on sait que notre rôle est aussi de faire vivre l'action de la Commission dans nos États membres, et d'aller chercher le soutien politique qui va être nécessaire. La Commission, elle a la force de frappe, les moyens pour affronter les armées d'avocats qui vont venir, et pour défendre la légalité des décisions qu'elle va prendre. Mais on doit constater, et ça paraît pas illogique, qu'il y a aussi un combat politique qui a lieu, et que là, c'est bien le rôle aussi des coordinateurs des services numériques d'arriver à faire vivre ça. Donc nous-mêmes, on prend en ce moment la parole, et on demande à nos interlocuteurs, on dit, mais est-ce que vous souhaitez que la Commission européenne y aille? Oui, la Commission européenne est en train de bouger. Est-ce que vous êtes prêts aussi à venir apporter le soutien, parce que on sent qu'on va avoir des campagnes d'influence forte pour mettre en cause. Et comme ça a été dit, on a une critique, on pense, nous, qui n'est pas justifiée, qui dit que le règlement sur les services numériques est fait pour censurer. Il n'y a aucune disposition sur le sujet, et ce texte a été construit pour être compatible avec le régime juridique, notamment du premier amendement de la Constitution des États-Unis, parce qu'on avait bien conscience que ce texte s'applique en Europe, mais souvent sera appliqué à des acteurs américains, et que c'était un point important à veiller à savoir trouver ces cohérences juridiques à un niveau international.
Merci beaucoup pour ces réponses et pour ces précisions. Le temps est déjà écoulé. Donc, je vais vous adresser mes remerciements à Benoît Loutrel pour l'intervention et l'expertise, d'avoir partagé aujourd'hui avec nous ces différents éléments qui sont vraiment très en mouvement, je dirais. Si j'ai quelque chose à retenir, c'est que ça se co-construit. Je retiens aussi qu'il y a peut-être quelques appels auprès de la société civile. L'ARCOM semble ouverte à travailler avec les associations et avec les chercheurs. Bon, il y a l'appel qui est lancé depuis quelques jours maintenant pour les chercheurs qui pourraient devenir agréés, mais je pense que peut-être il y a quelque chose à construire avec les associations. Donc, peut-être certaines personnes vont faire un peu le pont à la suite de ce Lunch and Learn pour essayer de renforcer des collaborations avec l'ARCOM. Je remercie également Stéphania Di Stefano. Oui, Juste une petite réaction. Nous, on sent bien que c'est une boîte à outils, le règlement CSS numérique, au service de nos sociétés. Et que sur les signaux de confiance, là, je pense que tous les gens qui existaient et qui étaient pertinents sont venus et on est le pays qu'on a reconnu le plus. Il y a une deuxième question qui va venir, mais est-ce qu'il n'y en a pas des nouveaux qu'il faut constituer, d'une nature différente? Et en partant de disant, mais qui finalement, on sent bien qu'il y a une conflictualité croissante de l'espace public, de l'espace numérique en ligne. Est-ce qu'il n'y en a pas des nouveaux qu'on doit suggérer, qu'on devrait susciter? Il ne devrait pas y avoir un signal de confiance spécialisé pour protéger les élus, notamment les élus locaux. Parce que c'est ce qui tient l'ossature de la République, c'est l'engagement de tous nos élus et qui sont extrêmement exposés. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un acteur qui se spécialise en disant, mais pour essayer de protéger spécialement le tissu associatif, qui va être de plus en plus sous pression. On le craint, et en tout cas, c'est ce qu'on voit. Et donc, s'il y a des acteurs, mais nous, on peut pas on peut pas créer les signaux de confiance. Il faut qu'il y ait une dynamique collective. Et donc, il y a sans doute un dialogue avec des acteurs de la société civile, des fédérations, des fondations qui financent ça. Et il y a sans doute de nouvelles initiatives. Et en tout cas, nous, on est très ouverts à ça, mais on respecte l'autonomie de la société civile. Les initiatives excellent. doivent être les vôtres. Excellent, merci pour cette précision. Donc, en effet, je pense qu'il y a des belles choses à faire avec l'institution. Je poursuis mes remerciements à Stéphania Di Stefano, qui est postdoctorante au sein de la chaire, et Garance Denner, chargée de mission également au sein de la chaire, pour l'aide dans l'organisation et la préparation de cet événement. J'annonce le prochain Lunch and Learn qui se tiendra le 2 décembre 2025, pendant lequel nous aurons le plaisir de recevoir Louis-Victor de Françoux, qui est directeur de Trémo, pour discuter de l'accompagnement des services dans l'évaluation des risques systémiques. On a mis le lien dans la discussion. Voilà, encore un grand merci Benoît Loutrel pour votre temps, votre expertise et ces précisions qui sont très intéressantes. Merci à toutes et tous qui vous êtes connectés. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à très bientôt au début du mois de décembre. Bonne journée à toutes et tous. Bonne Merci. journée. Merci.